7h44, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Manuel Valls. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Vous avez été d'une discrétion imperturbable, on va dire, ces dernières semaines. Vous nous direz tout à l'heure d'ailleurs pourquoi. En attendant, merci d'être dans ce studio d'RTL ce matin. C'est vrai que vous vous êtes concentré sur votre réélection dans l'Essonne et vous avez été réélu. Par parenthèse, est-ce que votre adversaire France Insoumise, qui a été battu par 139 voix de moins que vous, va ou non déposer ce fameux recours devant le Conseil constitutionnel pour contester votre élection ? C'est à elle qu'il faut poser la question. Elle est censée le faire aujourd'hui. C'est son droit de toute façon, mais il n'y a eu aucune irrégularité. Cette campagne a été en effet difficile parce que vous pouvez être attaqué pour les positions que vous prenez, pour ce que vous êtes bien évidemment. Mais subir une campagne où on vous accuse d'être islamophobe, raciste, d'avoir mis en place l'état d'urgence, je mets des guillemets, contre les musulmans, une campagne au relent antisémite, c'était une campagne difficile. Pas comme les autres. Je ne m'en plains pas en tant que tel, puis j'ai pas à venir ici pour me plaindre, mais pour vous dire que je suis inquiet quand on mène une telle campagne qui vise tout simplement à diviser la communauté nationale. Mais je suis serein sur le résultat. Pourquoi ce ciblage sur vous ? Mais d'abord parce que sans doute j'ai pris pour l'ensemble du quinquennat. J'étais l'un des rares peut-être à pouvoir l'emporter, et c'est pour cela qu'il y a eu cette campagne. Par mes prises de position aussi. Vous n'avez pas réussi, si vous me permettez l'expression, à vous découpler effectivement du bilan Trans-Hollande. Et pourquoi me découpler d'un bilan auquel j'ai participé, à la fois comme ministre de l'Intérieur, comme Premier ministre, avec des résultats économiques qui sont là aussi. Pourquoi, au contraire, je l'ai assumé, notamment pendant la primaire. Et c'est parce que la gauche n'a pas assumé la cohérence de ce bilan, n'a pas assumé la social-démocratie, n'a pas assumé ses réformes sur la sécurité, sur la loi travail, n'a pas assumé ses positions sur la sécurité ou la lutte contre le terrorisme, qu'elle a été aussi, pas seulement. Pas seulement, bien sûr, mais aussi en grande difficulté. Mais sans doute aussi parce que mes positions sur une certaine idée de la France, sur la laïcité, sur c'est votre fameux la République. Combat au nom de cette laïcité sans concession que vous avez payé dans cette campagne à Évry ? En grande partie, je le crois. Une laïcité, il n'y a pas besoin d'y mettre un adjectif. La laïcité, parce que c'est tout simplement la France, c'est-à-dire le respect de croire ou de ne pas croire. Tout le monde sait... notamment je l'ai démontré dans mes fonctions au gouvernement, mais d'abord comme maire d'Évry, mon profond respect à l'égard de ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas. J'ai eu la chance d'être maire d'une ville diverse, et donc c'est ces positions sans doute qui ont été Parce combattues. Que la gauche, cette gauche ne vous pardonne pas ou ne comprend pas ce combat, ne l'assume pas. Parce qu'une partie de la gauche est en grande difficulté, parce que de compromis en compromission avec l'islam et l'islamisme, souvent elle s'est perdue. Et donc, du coup, on ouvre des portes à des personnes dangereuses, je crois, pour la République. Je ne passe pas seulement de ceux qui étaient mes adversaires dans cette campagne. Jean-Luc Mélenchon est dangereux. Tous ceux... Jean-Luc Mélenchon est dangereux. Oui, je le crois. Je le crois par la violence politique qu'il pratique, par les amalgames, par les accusations qu'il a portées vis-à-vis de Bernard Cazeneuve, l'accusant d'avoir commandité l'assassinat de ce jeune Rémi Fraisse il y a déjà près de 2 ans, par les attaques qu'il a portées encore il y a quelques jours à mon égard, m'accusant de tricherie dans cette circonscription où j'ai été élu, de racisme, d'être un ennemi de classe, enfin des mots totalement éculés anciens, mais il y a de la violence en politique. Moi, je suis prêt à tout supporter, je le supporte. Mais qu'on m'accuse de racisme, d'islamophobie et de tricherie, ça suffit. C'est insupportable. C'est pour ça que je me réserve la possibilité d'attaquer aussi devant les tribunaux. Mais je souhaite d'abord, avant tout, me défendre sur le plan politique. Vous estimez, par exemple, pour finir, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, mais la présence de Dieudonné dans votre campagne en face de vous, jusqu'au premier tour, a été entourée d'une certaine complaisance ? Oui, je le crois. Certaine complaisance par ceux qui menaient campagne dans ma circonscription, certaines complaisances par la presse, parce que quand on parle d'un humoriste controversé, alors qu'il s'agit de quelqu'un qui a été condamné pour racisme, antisémitisme, apologie du terrorisme en France comme en Belgique, c'est insupportable. Ce sont des combats que j'ai menés. Certains, à l'époque, ne les considéraient pas comme importants. Pour moi, ils sont essentiels parce qu'il en va tout simplement de ce qu'est notre pays. On a dit aussi que vous aviez été humilié par En Marche.
Je n'ai jamais utilisé ce mot. Non, mais on l'a dit, c'est une forme de réalité. Est-ce que vous la percevez, cette réalité? Je dis ça parce que dans une interview passionnante de vous par Christine Angot ce matin dans Libération, vous dites je ne me sens pas une victime, mais vous avez été humilié par En Marche quand ils vous ferment la porte. C'est humiliant pour un ancien Premier ministre. Ce que j'ai ressenti, c'est autour de moi, dans mon entourage proche, bien sûr, dans ma famille, mais aussi parmi ceux qui me soutenaient, ils prenaient souvent les coups pour moi. Enfin, vous savez, quand on a l'expérience qui est la mienne, quand on a gouverné le pays, quand on a dû faire face au terrorisme, son ego, ses propres problèmes, on les range de côté. Et moi, j'ai mené cette campagne d'abord avec beaucoup de plaisir, parce que aller à la rencontre des Français, sans caméra et sans journaliste, vous l'avez dit. Vous avez fait exprès? Oui, Pourquoi? bien sûr. Parce qu'il fallait reconstruire une relation avec les habitants de cette circonscription qui m'avaient fait confiance à plusieurs reprises. Et je sentais que c'était difficile, qu'il y avait des doutes, des interrogations, y compris sur mon positionnement politique. Donc, il fallait prendre du temps. Donc les médias, finalement, sont un écran avec le réel, avec la réalité, avec les gens? Non, bien évidemment, ils sont essentiels pour la liberté d'expression, pour l'information, mais pour quelqu'un qui a une certaine notoriété, j'avais pas besoin d'être connu par les habitants. J'avais besoin de reconstruire cette relation dans le porte-à-porte, dans des réunions d'appartements, et je crois que ça a été utile. Alors, monsieur le député de l'Essonne, rentrée aujourd'hui des parlementaires pour la session extraordinaire, c'est la première de l'ère Macron. Bon, il n'a pas été votre meilleur ami, on le sait. Comment jugez-vous son début de quinquennat? Est-ce que vous êtes frappé, même surpris par cette aisance qu'on constate, que beaucoup constatent? Je crois qu'il a réfléchi beaucoup plus de ce qu'on croit sur la fonction présidentielle, à l'aune sans doute des exemples passés. Et moi, je suis, comme tout le monde, très, très satisfait du fait qu'il incarne, on en a besoin, dans le cadre de la Ve République, qu'il incarne la fonction, mais aussi, je pense, à ses mots, à ses déclarations, à ses premiers actes sur la scène internationale, sur la défense de l'accord climat, de la COP 21, sur l'Europe, et notamment la relance de la construction européenne avec Angela Merkel, sur tout simplement une présence de la fonction. Je crois que les Français sont fiers d'avoir un président qui les représente bien sur la scène internationale européenne. Il restaure la fonction présidentielle que François Hollande avait affaiblie? Il y a une forme d'injustice à l'égard de François Hollande. Vous ne m'entendrez pas critiquer le président de la République sortant, d'abord parce que j'ai été son ministre et son Premier ministre. Pourtant, vous l'avez critiqué. Oui. Sur le livre, quand vous avez dit « j'ai honte », c'était une critique quand même sans détour et mais très violente. J'aurai sans doute l'occasion de revenir sur tous ces épisodes, et il faut du temps, il faut du recul. Mais François Hollande, c'est ce que je voulais vous dire, a incarné la fonction quand il s'agissait de faire intervenir nos armées au Mali ou de combattre le terrorisme. Mais oui, sans doute n'a-t-il pas pris suffisamment la mesure, donc je vous réponds le plus franchement possible, de ce que cela voulait dire incarner. Dans ce pays divisé, fracturé, il y a une certaine idée de lui-même, où il y a une forme de pessimisme, l'incarnation de la nation, de la France, à travers la posture, à travers le geste, à travers les mots, à travers les attitudes, sont évidemment essentiels. Mais ça ne suffit pas. Ce qui compte, nous le savons, ce sont les résultats pour relancer l'Europe, pour lutter contre le chômage ou pour lutter contre le terrorisme ou l'insécurité. Sur la réflexion justement de l'exercice de la fonction présidentielle, un petit mot, parce que vous savez qu'RTL a révélé dimanche l'hypothèse selon laquelle Emmanuel Macron s'exprimerait lundi devant le Congrès, donc devant vous, devant les sénateurs, à la veille du discours de politique générale d'Édouard Philippe. Est-ce que c'est une façon d'affaiblir le Premier ministre? Vous avez été à Matignon. Si François Hollande avait fait cela, c'est-à-dire si s'était exprimé la veille de votre expression devant l'Assemblée, est-ce que vous auriez considéré que c'était une façon d'effacer la fonction de Premier ministre? Je ne crois pas. Moi, je pense qu'au début d'un quinquennat, d'une manière ou d'une autre, il choisira la date qui lui convient. Mais c'est important que le président de la République s'adresse aux Français. Vous savez, moi, je défendrai là dans cet hémicycle et dans les mois, dans les années qui viennent, une certaine idée de la France, de la République, de la manière dont on vit ensemble, de la laïcité. Cette voie républicaine à gauche, je veux la faire vivre. Mais cette voie républicaine, elle s'incarne aussi, bien sûr, par la pratique du pouvoir et par les institutions. Donc le président de la République, le chef de l'État. C'est un collaborateur ou pas? C'est pas une façon de dire quand même que le patron c'est Macron et personne d'autre? Mais c'est le président de la République qui est élu au suffrage universel. Donc après, il doit trouver le bon équilibre avec le Premier ministre, qui n'est en rien un collaborateur.
Sa place est prévue dans les institutions et Édouard Philippe, je crois, est en train de trouver sa place. Le rôle du Parlement est évidemment tout à fait essentiel. Non, il faut faire vivre cet équilibre. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui, à gauche, sitôt avoir quitté le pouvoir, pour certains, ce qui n'est pas mon cas, passer dans l'opposition, critiquent la Ve République, dans laquelle ils se sont épanouis, oublient la culture du gouvernement, l'état d'urgence serait une loi liberticide, je mets des guillemets, la loi travail, ça serait un renoncement à nos valeurs. C'est ce que j'entends chez souvent mes amis ou mes anciens amis socialistes. Ça, c'est renoncer tout simplement à l'exercice de la responsabilité. Et moi, je ne renoncerai jamais à l'exercice de la responsabilité parce que c'est ce qui fait la différence entre ceux qui ont exercé les responsabilités, qui veulent les exercer, et ceux qui commandent. Ça, c'était effectivement une de vos obsessions. Et puis, finalement, vous n'avez pas pu l'imposer. Où siégerez-vous? Alors, c'est un des suspens du jour, Manuel Valls. Où siégerez-vous? Dans la majorité. De toute façon, ça va se décanter dans la journée. Dans quel groupe allez-vous siéger? Eh bien, nous verrons dans la journée. Je ne siégerai pas dans un groupe où il y aurait des ambiguïtés, où on ne voterait pas la confiance du gouvernement. Moi, je voterai la confiance au gouvernement le 4 juillet prochain. D'accord, mais je soutiendrai, comme je l'ai dit avant le premier tour de l'élection présidentielle, ça m'a coûté cher. Pourquoi pas siéger au groupe d'En Marche? Mais c'est une possibilité, on verra ça dans les heures qui viennent. D'accord, non, mais pour être précis, parce qu'on se pose des questions, on a fait des papiers, etc., où siégerez-vous? Il y a un 8e groupe qui est en cours de constitution, ça vous intéresse? Ou il est porteur de ces ambiguïtés? Non, mais chacun a le droit, et c'est une initiative notamment avec les radicaux de gauche que je respecte, etc., qui souhaitent créer ce groupe. Moi, et vous senteriez... Oui, non, je n'aurais aucun problème. Je n'aurais aucun problème à siéger avec ses amis, mais moi je souhaite être clairement dans la majorité. Il y a une forme de cohérence. J'ai soutenu Emmanuel Macron avant le premier tour, ça m'a coûté cher. Je l'ai soutenu, ça n'était pas très difficile, je pense à tous ceux qui se sont précipités, Emmanuel Macron contre l'extrême droite. Je me suis inscrit dans la majorité présidentielle pendant cette campagne des législatives. Donc il y a un moment où il faut être au clair. Donc si En Marche pour moi se tourne, Manuel Valls, vous irez siéger avec le groupe. Mais on va pas refaire les feuilletons que vous avez évoqués tout à l'heure. On va attendre tranquillement. Moi, je veux siéger au cœur de cette majorité par cohérence. Une partie de ma vie politique s'achève. Je quitte le Parti socialiste ou le Parti socialiste me quitte. J'ai adhéré il y a 37 ans. J'avais écrit à Bertrand Delanoë, à l'époque, qui exerçait les responsabilités au sein du PS, en lui demandant si un jeune étranger, parce que j'étais espagnol à l'époque, pouvait adhérer au Parti socialiste. Il m'avait dit oui. Je constate avec beaucoup d'amertume, beaucoup de tristesse, ce qu'est devenu le Parti socialiste. Maintenant, moi, je souhaite qu'une seule chose, c'est la réussite du quinquennat et la réussite de la France. Vous avez peut-être eu raison trop tôt pour le Parti socialiste. Aujourd'hui, effectivement, il est très, très, très affaibli. Très, très vite, Jean-Pierre Raffarin quitte la politique pour créer une ONG internationale. Il l'annonce ce matin. J'ai de la sympathie pour Jean-Pierre Raffarin, qui est un homme d'État, qui a beaucoup apporté à la vie publique. Et j'ai toujours regretté qu'après les élections régionales de 2015, nous ne soyons pas saisis de l'opportunité qu'il nous offrait de travailler ensemble, notamment sur les questions d'emploi et de la loi travail. Il y a quelque chose qui m'est insupportable, c'est le sectarisme. Et peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais dû parler plus fort pour travailler avec lui. Voilà, merci beaucoup Manuel Valls d'avoir été avec nous ce matin dans ce studio d'RTL. Manuel Valls qui salue le début de quinquennat d'Emmanuel Macron, estimant que les Français sont fiers de leur président. Je voterai la confiance au gouvernement et je siégerai dans la majorité, sans préciser s'il sera non inscrit ou en marche. Je veux faire vivre cette voie républicaine de la France, nous a dit l'ancien Premier ministre.